Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV pour une autre conférence de cette édition 2026 de Formasart consacrée au métier de la santé, aide-soignante et médecin avec trois intervenantes. Nous avons Valérie Bruand et Stéphanie Bossé qui sont aides-soignantes. Valérie, vous êtes ici, Stéphanie, vous êtes là. Et puis Emma, vous êtes, bonjour, vous êtes étudiante en médecine. Ce que je vous propose, ça se veut interactif, hein, je le rappelle, donc n'hésitez pas à poser les questions au moment où vous en avez envie. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle un peu de votre métier dans un premier temps, mais peut-être aussi de la vocation qui vous a amené à devenir aide-soignante pour vous, Stéphanie et Valérie, et puis vous, Emma, ce qui vous a motivé à prendre ce chemin de médecine, puisqu'on sait que là, vous êtes en 5e, mais ça va jusqu'à 9. En gros, 7-9 ? Pour la médecine générale, maintenant, on est à 10 ans. 10 ans. Oui, donc vous 6 ans d'années de cours et ensuite 4 ans d'internat. Ouais. Et pour d'autres spécialités, on peut aller jusqu'à 5 ou 6 ans De plus. Enfin, Ouais, donc c'est un vrai engagement, hein, quand on décide d'être... il y a des gens qui sourient, qui sont en train de se dire c'est pas possible. 15 ans d'études. Et oui, mais bon, il faut bien ça, hein, pour s'occuper de nous. C'est important. Stéphanie, vous êtes... alors vous, en plus, vous êtes aide-soignante dans une particularité, mais plutôt en fin de vie, hein, pour les personnes qui sont en fin de vie, soins palliatifs au centre Georges Coulon. C'est ça. J'accompagne les personnes en soins palliatifs et en même temps, j'accompagne aussi les personnes avec tout ce qui est orthopédie. D'accord. Alors, les convalescences, en fait. Qu'est-ce qui vous a intéressé, motivé quelle a été votre vocation d'aller justement vers ce métier d'aide-soignante, vous? Alors après, la spécialité palliatif, on va en parler parce qu'elle arrive peut-être aussi via la vocation. Mais comment vous êtes arrivé à ce métier d'aide-soignant? Alors déjà, j'étais partie sur un BTS économique social, enfin ESF, économique, social et familial. C'est tout ce qui touche l'accompagnement. Au final, j'ai changé ma direction parce qu'il s'était assez bouché à ce moment-là où j'ai été diplômée. Donc j'ai travaillé un peu en usine et je me suis remise à l'intérieur de moi pour savoir vraiment ce que je voulais faire parce que c'était pas toujours évident de se projeter, à savoir ce qu'on veut faire même autour de 20 ans. Et on m'a dit, fais infirmière ou aide-soignante. Mais j'ai dit infirmière, pas du tout. Repartir sur 3 ans, c'était pas possible. Et j'ai essayé aide-soignante, pardon. Et mon premier stage a été la révélation. Ouais, c'est bien parce que ça veut dire que potentiellement vous savez que vous pouvez avoir d'abord un autre projet de vie, puis ensuite revenir. Alors pour la médecine, c'est peut-être un peu plus compliqué, hein. Faut mieux y aller post-bac, j'imagine, que après 5 ans, parce que c'est beaucoup plus long. Mais donc aide-soignante, combien d'années d'études? J'ai fait en 10 mois. En 10 mois, donc une formation spécifique. Oui, c'est ça. Enfin, en alternance. Enfin, ils appellent ça en alternance. Parce qu'il y a beaucoup plus de stages que de formation théorique. Oui. Et pourquoi la révélation, alors? Premier stage, je ne savais pas où j'arrivais. J'étais en chirurgie orthopédique. Chirurgie orthopédique? Oui. Oui, pardon. Non, parce que les chir, tout le monde ne sait pas forcément. Mais... Et je ne sais pas, accompagner vraiment au plus près des gens, être là quand ils avaient vraiment besoin. En tout cas, ce qui me manquait pour pouvoir faire les gestes de la vie quotidienne était vraiment le regard des gens. Enfin, voilà. Ce contact humain était très important, est très important pour moi. Oui, c'est un métier très humain, Valérie, le métier d'aide-soignante. Vous êtes aide-soignante depuis combien de temps, vous? Alors moi, j'ai été soignante pendant... bien près du micro. J'ai été soignante pendant 28 ans en EHPAD, auprès de personnes âgées. D'accord. Donc j'ai toujours voulu accompagner, prendre soin de la personne. Et puis comme dit Stéphanie, le sourire, le regard, un merci, c'était très important pour moi. Donc j'ai toujours voulu accompagner. Et vous êtes toujours aide-soignante? Non, j'ai arrêté, mais j'accompagne autrement. J'accompagne des élèves en situation de handicap.
D'accord. dans une école. Mais on sent que c'est un petit peu cette logique qui vous anime à toutes les deux. C'est-à-dire que vous, au début, sur l'économie sociale et familiale, il y a quand même l'accompagnement des gens. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt un métier dans lequel on va accompagner les gens sur la gestion de leur budget, par exemple, qui ont des difficultés, qui peuvent se retrouver endettés. Donc, il y a quand même tout ça, un lien très humain. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de ce métier d'aide-soignante, justement, Valérie ? C'est de prendre soin, c'est important. Mais le côté humain, c'est surtout ça aussi. C'est une vocation. Oui. Voilà, et puis, comment dire, oui. Moi, c'est l'accompagnement, d'être au plus près de la personne, comme Stéphanie. Surtout sur des publics qui Oui. sont Très spécifiques. Vous, soit palliatif, vulnérables, orthopédie, et voilà. puis vous, l'EHPAD. Voilà. Et puis, voilà, donc, leur apporter une aide en gardant leur autonomie. En sûr que c'est important pour eux, parce qu'il faut quand même qu'ils gardent une autonomie pour... Parlez bien près du micro, ouais, voilà. Une autonomie pour les aider, voilà, tout à fait. Donc, c'est très important pour moi. Et puis voilà, donc... Ouais. Il y a eu 10 mois pour Stéphanie qui s'est réorientée, entre guillemets. Vous, Valérie, ça s'est passé comment, le cursus scolaire ? Moi, je suis passée par un BEP sanitaire et social, et après, j'ai fait un bac sciences médico-sociales. D'accord. Et donc après, je suis arrivée en EHPAD, j'ai fait ma formation d'aide-soignante en 10 mois aussi. Et c'est vrai que les stages, c'est très important, ça, on permet de découvrir différents services, et par contre, je me suis orientée vers les personnes âgées. Et ça permet aussi de savoir si on est bien fait pour ce métier, parce que faire ce métier toute une vie, si c'est une contrainte, c'est extrêmement difficile, on imagine, Stéphanie, parce que le contact humain, voilà, il faut quand même, ça ne doit pas être simple tous les jours d'être aide-soignant, notamment dans les soins palliatifs. Disons que c'est important d'être vraiment de se sentir bien auprès des gens, Voilà. parce qu'on se retrouve en face de difficultés, en tout cas pour eux. Que ce soit une chute qui perdent leur mobilité ou alors l'annonce d'un cancer ou autre maladie. Et c'est vrai que si on n'a pas cette envie d'être proche du patient en tout cas et de l'accompagner autant bien que mal en tout cas dans ses expériences, c'est vrai que ça peut être difficile. Et le patient aussi le reçoit et c'est lui qui... Enfin, c'est sa vie en fait, on l'accompagne juste et c'est vrai que quand on a des personnes faut vraiment avoir envie d'être près de lui, du patient en tout cas pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et oui, il y a un dialogue extrêmement nécessaire, une compréhension. On en rediscutera après, mais il y a aussi peut-être à prendre de la distance parce que tous les jours, c'est pas forcément évident. Emma, vous, c'est votre fille, Valérie, on va dévoiler tous les secrets de cette conférence dès maintenant. Mais votre maman, elle n'est pas médecin, mais notamment, elle est quand même dans les métiers de la santé. C'est aussi votre éducation, en tout cas le fait de l'avoir vu travailler dans ces métiers de la santé, qui ont généré chez vous, en tout cas ça vous a pas rebuté, en tout cas, cette envie de devenir médecin, je ne vais pas dire à votre tour, mais en tout cas d'aller dans les métiers de la santé aussi. Oui, tout à fait. Et puis il y a eu aussi d'autres arguments, notamment déjà j'aime beaucoup apprendre et en savoir plus, et je voulais en savoir plus sur le corps humain, notamment l'anatomie, comment il fonctionne, voilà. Il y avait aussi, j'aime beaucoup m'occuper des enfants et les soigner. Et puis, je voulais avoir un métier où je me rends utile, en fait. Et puis, là, c'est gagné parce que des médecins, on en cherche partout. Donc, en fait, le mélange des trois a fait que mon choix, c'était pédiatre. Et puis, je suis partie en médecine pour aller... pour devenir pédiatre, en fait. Et c'est toujours le cas aujourd'hui ? Pédiatre, je veux dire, vous voulez toujours être pédiatre ? Oui, c'est toujours dans ma liste, mais je me dis pourquoi pas aussi médecine générale. Voilà. Bon. Qui a un médecin Tout le monde a un médecin ici ? Est-ce que
Il y a des sujets tout le temps dans la presse pour dire les médecins, on en manque et tout. Mais c'est vrai que vous parliez d'utilité, de vocation, mais là, vous êtes clairement dedans, Emma, et j'imagine d'ailleurs que les discussions avec vos confrères qui sont également avec vous dans la formation pour être médecin, mais aussi avec les proches, les amis qui ne font pas forcément cette formation, ça doit revenir sans arrêt. Eh ben, tu as bien raison de faire médecin, on en manque. Et cette utilité dont vous parlez, vous la ressentez peut-être encore plus que les années précédentes sur les anciennes générations. Et petite question, je fais des questions à rallonge, moi, mais bon, ça va falloir vous y habituer. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de déserts médicaux. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune médecin, enfin, dans quelques années, vous avez plutôt envie de vous installer en ville, plutôt en campagne? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des questions que vous avez déjà en tête? Alors oui, c'est sûr que c'est une question assez vaste. Moi, je suis née en Sarthe, j'ai vécu toute mon enfance en Sarthe et ma famille habite en Sarthe. Donc en fait, j'ai aucun inconvénient à partir. Enfin, au contraire, je veux rester en Sarthe et après m'installer alors en ville, en campagne. Enfin, ça dépendra en fait de ma spécialité. Et puis voilà, donc moi il n'y a pas de souci pour rester en Sarthe et au contraire rester dans un désert médical. Enfin, il faut qu'il y ait quand même des médecins qui restent pour que voilà, ça puisse se régler aussi comme petit problème, quoi. Ça, vous êtes arrivé donc première année de médecine, 19 ans, 18 ans, après le bac, quoi. Oui, c'est ça, bac. 19 ans. Ça vous a jamais posé question de se dire ça y est, là, je m'embarque pour plus de 10 ans d'études? Oui, si, on y pense dès qu'on a validé et qu'on est reçu, en fait. Après, c'est ce que je voulais. Depuis la 4e, mon choix, c'était d'être pédiatre. Donc, j'ai eu plusieurs années pour me préparer mentalement à me dire que bah, là, je m'engage pour 10 ans minimum. Donc, voilà. On va tout de suite parler des résultats. Est-ce que lorsque l'on s'engage dans une fac de médecine, il faut avoir de bons résultats, être déjà un bon élève, parce que c'est quand même beaucoup de travail, donc il faut avoir cette faculté aussi à se mettre au travail rapidement. C'était votre cas aussi, vous? Je regarde Valérie. Alors du coup, j'ai toujours été très bonne élève, que ce soit au primaire, au collège, au lycée. Voilà. Je ne veux pas être prétentieuse, enfin, je reste modeste, j'étais dans les premières, mais je travaillais énormément pour avoir les notes que je voulais. Et puis ensuite, il y a une marge très importante entre le lycée et puis la pluripasse, qui est la première année, où même quand on est préparé, c'est très compliqué. Voilà. Et c'est sûr que pour être admis en médecine, il faut être dans les premiers. Et puis ensuite, quand on est admis, c'est plus cool. Dans le sens, il faut valider les matières à plus de 10. Et puis après, si on a moins de 10, on fait un rattrapage. Et il faut aussi valider à 10. Et puis si on n'a pas 10, on redouble. Et si on a 10, on passe en l'année supérieure. On peut redoubler combien de fois? 2 fois seulement? Comment? On peut redoubler 2 fois seulement? 2 ou 3. 2 ou 3. Mais est-ce que vous confirmez que ce sont les 2 premières années peut-être les plus difficiles en médecine? Après, on a pris le rythme peut-être? Alors du coup, je dirais plus la première année est une des années les plus difficiles. Mais en fait, médecine, c'est un marathon sur 6 ans. C'est-à-dire que la première année est difficile, la deuxième, elle est plus cool. Et ensuite, à partir de la 3e, on commence les stages plus les cours. Donc, il faut savoir gérer un peu les deux. D'accord, très bien. Et en plus, il n'y a pas de fac de médecine en Sarthe. Vous l'avez fait où, vous? Donc, moi, je suis à Angers. Et ma première année, j'ai eu l'occasion de la faire au Mans. D'accord, oui, en visio, c'est ça, non? Oui, ouais. c'est ça. C'était les premières fois où ça arrivait. Très bien. Et donc là, 6e année, c'est une année importante aussi, la 6e année. Vous rentrez dans quoi, là, déjà? Il y a un nom spécifique, non, sur les examens?
C'est le concours de l'internat en Ouais, début ça. de 6e Ok. année. Donc déjà, on a un concours à l'entrée pour pouvoir être admis dans la filière de santé qu'on souhaite. Et puis ensuite, en tout cas en médecine, en début de 6e année, on a un concours de l'internat qui va nous classer en fonction de tous les étudiants de médecine de France et pour pouvoir choisir notre spécialité, notre lieu d'exercice. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous souhaitez rester proche de la famille, par exemple, et tout ça, mieux vaut être bien classé, puisque sinon vous pourriez potentiellement atterrir, je sais pas, à Biarritz, Strasbourg, Lille ou Brest. Ce sont des villes tout à fait correctes, évidemment aussi. Valérie, vous m'avez dit 28 ans en tant qu'aide-soignante, et aujourd'hui vous avez basculé donc sur de l'accompagnement des Oui, personnes. en tant qu'AESH. Ah oui, AESH, très bien. Et pourquoi ce basculement? Alors, je ne retrouverai plus mes valeurs en tant qu'aide-soignante. Et puis la surcharge de travail a fait que j'ai voulu arrêter. Ça a été très difficile. Ouais, parce que j'imagine. j'adore mon métier, j'adore accompagner, m'occuper des personnes âgées. Mais je me suis dit, il fallait que je m'arrête à un moment. Donc, j'ai voulu accompagner autrement. Donc, j'ai eu la possibilité de passer un entretien. J'ai été prise en tant qu'AESH. Donc, j'ai une formation à faire dans l'année. Mais là, donc, j'accompagne une élève en difficulté. D'accord. Stéphanie, aide-soignante, est-ce que vous êtes en soins palliatifs et en ortho? Valérie était du côté des personnes âgées, mais aide-soignante, c'est dans tout le secteur médical? Est-ce que c'est aussi, je ne sais pas, pour à la natalité Où est-ce qu'on travaille quand on est aide-soignant? Alors, Où est-ce qu'on peut travailler? Alors, on peut travailler à domicile. Oui. On peut travailler dans les centres médicaux, dans les hôpitaux. Je crois aussi dans tout ce qui est pédiatrie. Voilà. Il y a aussi des aides-soignantes. Il y a aussi auprès à l'Arche, au niveau des D'accord. Ouais. Et si on avait... pardon. tout ce qui est hôpital psycho Oui. aussi. Quelle est la différence, je ne sais pas si vous allez pouvoir me la donner, mais entre, parce que vous avez parlé d'infirmière tout à l'heure et de soignante, quelle est la différence entre infirmière et aide-soignante aujourd'hui? Déjà, il y a le niveau d'études. Il y a 3 ans pour être infirmière. Et l'accompagnement n'est pas le même. C'est vraiment 2 choses Différentes. L'infirmière, elle est déjà aide-soignante de base, dû D'accord. sa première année. Ensuite, elle délègue les soins de première année aux aides-soignantes. Donc elle a en plus tout ce qui est pansement, perfusion, tout le lien avec le médecin aussi, D'accord. qui est plus en direct. Ça n'empêche pas que l'aide-soignante puisse avoir le lien avec le médecin, mais c'est elle qui est plus en direct. Il y a une connaissance peut-être un peu plus médicale, je ne sais pas. Tout à fait. Il y a tout ce Ouais. qui est l'administration des traitements aussi. Vous nous présentez un petit peu votre travail en soins palliatifs. Alors le soin palliatif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les soins palliatifs, c'est la fin de vie. Clairement, quand on est dans des centres de soins palliatifs, c'est que on va a priori décéder dans le Alors centre. je vais remettre un petit peu Oui, le oui, contexte bien sûr, allez-y, sur les allez-y. soins palliatifs. Soins palliatifs, ça veut juste dire que l'on a une maladie incurable. Ça ne veut pas dire qu'on décède dans la semaine ou dans les 15 jours. J'ai pas dit dans la semaine. Hein. Mais J'ai dit je dans veux le dire, lieu. c'est pas forcément. Oui, j'entends bien. Ça peut être long. En fait, ça peut être des années. C'est pas forcément un laps de temps court. Il m'est arrivé d'accompagner des soins palliatifs et qu'ils retournent chez eux. Enfin voilà, c'est vraiment tout un projet autour d'eux. C'est une approche différente parce que là, on touche la peur, encore plus la peur, l'angoisse en tout cas des personnes. Donc ils ont besoin d'un accompagnement. Il faut être aussi à l'aise avec le décès, la mort, Avec la mort, bien sûr. l'approche. Enfin, quand on est médecin, c'est pareil. Hein. Oui, Enfin, oui. Ça fait partie. Hein, les annonces difficiles. C'est ça. Voilà. Donc, vous avez pris ce poste parce qu'il y en avait un ou parce que vous aviez déjà une recherche de se dire allez, je vais aller travailler dans un centre de soins palliatifs? Alors, mon dernier stage en tant qu'aide-soignante, dans ma formation, c'était dans ce service, justement. Et je me suis retrouvée vraiment pleinement être à l'accompagnement des familles, l'accompagnement des patients, vraiment aller jusqu'au bout de cet accompagnement.
Le quotidien, puisque là on a une médecin à côté de nous, on a parlé de l'infirmière. Clairement, il y a... moi je me rappelle, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps de Costa Gavras qui s'appelle La dernière scène où justement ça se passe dans un centre de soins palliatifs. Il y a des sortes d'équipes en fait. Tous les corps de métier sont représentés et vous travaillez autour de la personne ensemble. C'est ça. Il y a une réunion qui est faite toutes les semaines pour, en tout cas dans notre établissement, pour faire le point sur chaque situation, l'accompagnement, le projet, voilà, ça aussi, se remettre en question en fait sur ce qui est pratiqué. Ça aussi, j'imagine que c'est intéressant. C'est une sorte de montée en compétences permanente aussi, alors socialement, psychologiquement, parce que vous discutez avec les médecins qui ont leur jargon, les infirmiers, les infirmières qui ont leur jargon. Donc vous apprenez tous les uns des autres de la manière dont ça peut se passer. C'est ça. Et puis on apprend toujours, même avec la personne qu'on accompagne. Oui, bien sûr. C'est vraiment toujours. Ce métier-là, on l'apprend tout le temps. Valérie, vous, je parlais de prise de distance tout à l'heure quand on est dans un EHPAD. Je ne vais pas dire qu'on peut comparer avec un centre de soins palliatifs, mais ça pourrait, puisque parfois il y a de la fin de vie aussi dans les EHPAD. La prise de recul, quand on a ce métier-là, comment on la gère? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes suivi déjà, aussi psychologiquement? Alors, au début, c'était très difficile, mais on fait aussi des formations en soins palliatifs pour nous aider justement à prendre la distance avec une personne âgée. Parce que quand on s'en occupe depuis le début et qu'elle part, quelquefois c'est très difficile. On ne doit pas s'attacher, c'est ça le côté qui est très difficile dans notre métier en fait. Mais on est humain à la base, donc on est obligé d'être attaché un petit peu aux personnes âgées. Et ça vient avec l'expérience, Stéphanie? Pas forcément, ça vient peut-être parce que... Ça vient aussi de nous. Oui. Tout à fait. Si on est capable de prendre cette distance, mais en même temps d'être proche du patient, c'est important aussi. C'est des questions qui se posent pour vous, Emma, aussi, quand on arrive... Parce qu'au début, j'imagine que les 2 premières années, on dit « je veux être médecin » et puis on ne se focalise pas sur ce qui peut potentiellement être les points un peu négatifs. On se dit « être médecin, je veux connaître le corps, je veux soigner les gens. » Voilà. Aujourd'hui, après 5 ans de médecine et vous vous dirigez vers votre 6e année, est-ce que les questions justement de l'accompagnement, le fait de devoir parfois annoncer des mauvaises nouvelles, comment vous l'appréhendez, vous, tout ça? Déjà, c'est sûr qu'à partir de la 3e année, on commence à se poser un petit peu des questions. On commence les stages dans les différents services. Et oui, il faut apprendre à communiquer avec le patient, commencer à développer une certaine relation médecin-patient pour avoir de la confiance. Et puis, voilà. Il y a quelque chose de très scientifique. Vous, ce que je veux dire, c'est que vous avez des résultats qui tombent et vous devez diagnostiquer, examiner, diagnostiquer. Et voilà, c'est peut-être ça qui vous permet aussi, à un moment ou à un autre, de vous réfugier derrière la science sans rentrer dans le sentimental, entre guillemets, dans l'affect. Il faut quand même avoir un peu de l'empathie quand on est médecin. Et puis, parce que les nouvelles, c'est nous qui les annonçons. Les patients, quand ils ont plein de questions, c'est aux médecins de répondre. Donc, on apprend et on découvre tout ça en stage. Donc, voilà, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, comment va la communauté médicale avec laquelle vous êtes en relation, c'est-à-dire les étudiantes et les étudiants avec qui vous êtes, et puis les différents médecins que vous pouvez croiser aujourd'hui, soit dans les hôpitaux, soit dans les cliniques, parce qu'on sait que les métiers de la santé aujourd'hui, c'est un enjeu incroyable de nos sociétés, en France comme ailleurs. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Je peux le faire, je vais essayer de le faire plus court, mais comme les métiers de la santé sont beaucoup plus en tension qu'on ne pouvait le connaître avant, comment va cette communauté médicale? Comment vous discutez ensemble? J'imagine qu'il doit y avoir des sujets de discussion importants sur l'avenir de votre profession, qui a changé. On a toujours la même vocation de devenir médecin, mais aujourd'hui, être médecin en 2031 pour vous, entre quelque chose comme ça, c'est pas être médecin en 1990. Donc, et pour autant, vous devez peut-être côtoyer des médecins qui étaient médecins en 90. Donc, comment ça a évolué tout ça? Vous avez 2 heures.
C'est vrai déjà les conditions elles ont évolué et puis on a cette vocation aussi de soigner, mais je sais que moi personnellement je discute avec des médecins seniors ou même qui sont déjà à la retraite et qui reviennent faire des permanences. Voilà. Et on a pu, même si on a cette vocation de soigner, on a pu envie de faire du 8h, 22h tous les jours. Enfin, je sais que si j'ai des enfants, j'ai envie de les voir grandir, m'occuper d'eux, et puis d'avoir une vie de famille tout en exerçant le métier que j'aime, quoi. Vous choisissez pas une spécialité en fonction de la tension. Vous n'êtes pas dit, tiens, ça manque de rhumatologue. Si j'y vais, mon cabinet sera plein, je vais prendre rhumatologue. Non, vous êtes encore dans la pédiatrie potentiellement ou la généraliste, parce que les généralistes, on vient les voir aussi pour les enfants d'ailleurs. Est-ce que des étudiants que vous côtoyez font ce choix-là de se dire, tiens, je vais aller plutôt en gynéco, plutôt en pédiatrie ou plutôt, je sais pas, en rhumato parce que y a besoin ou pas? Dans tous les cas, peu importe la spécialité, il y a besoin. C'est plus en fonction de qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard et aussi de discuter avec les médecins seniors pour leurs conditions de travail, leur vie, comment ils arrivent à tout gérer. Et est-ce qu'on s'imagine plus tard faire comme eux, voilà. Bon. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine d'ici une petite dizaine de minutes? On va continuer à discuter, mais est-ce que vous avez des questions, vous, sur la formation, le travail Non, vous me laissez comme ça. Ah, je vais vous prendre un micro. Allez-y. Juste, Emma, par rapport à tout début de la première année, qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué que le reste? Comment ça se passe après le bac? Qu'est-ce qui est demandé Ce qui est difficile, en fait, c'est qu'au lycée, la marge entre le lycée et la première année, elle est très très haute. Au lycée, honnêtement, ce qu'on voit en pluripass, c'est même pas 10%. Il y a une grande charge de travail en pluripass. Si vous voulez, moi je travaillais de 8h à 22h, 22h30 tous les jours de la semaine. Bien sûr, je m'accordais des pauses, mais il y a aussi ce stress de c'est un concours, on se bat entre 900 étudiants pour avoir une place en médecine ou en pharmacie ou maïeutique. Voilà. Donc déjà, ça c'est compliqué à gérer. Ensuite, ce qui est difficile, c'est que je me suis un peu auto-confinée avec, notamment dans ma chambre avec mes cours, et je voyais plus mes amis, plus personne, c'était que les cours, et donc ça aussi c'est difficile, et on n'a plus vraiment de cadre. Au lycée, si on n'est pas là, si on appelle nos parents, si on travaille pas, on a les profs qui sont derrière nous, qui nous aident. Là, c'est la faculté, donc c'est nous qui gérons, qui avons notre propre autonomie de travail, et quand au lycée on a déjà des difficultés, c'est compliqué après de mettre ça en place avec toute la quantité de travail à faire, plus la pression, et puis voilà. C'est vraiment un changement en fait. Et du coup, pour rentrer à la fac, c'est sur concours, pour le coup. Parce que d'autres facs ou d'autres formations, vous parliez de concours tout à l'heure. Non, pas du tout. En fait, quand on veut rentrer en première... pour faire la première année de commune aux études de santé, c'est par... c'est sur dossier... Parcoursup, voilà, merci. Et donc, c'est sur Parcoursup qu'on a la réponse.
Et ensuite, pour entrer en deuxième année de médecine, c'est sur concours toute l'année. En fait, il y a un écrémage la première année qui est important puisqu'il va y avoir des élèves comme Emma ou comme d'autres qui vont être motivés par le fait de vouloir faire médecine. Et puis la charge de travail, comme le dit Emma, le niveau qui est demandé, on ne passe pas en deuxième année. Et donc en fait, si on est ultra motivé, on va redoubler. Et essayer d'y aller, parce qu'il y a un fort taux de redoublement aussi. Oui, moi-même j'ai redoublé. Enfin, voilà. C'est même si j'étais quand même bien classée à la fin de la première année de médecine, c'était pas assez pour avoir la spécialité que je souhaitais, donc médecine. Donc j'ai dû passer par une LAS deuxième année en biologie, où là aussi, du coup, j'ai réussi et j'ai pu rentrer. Mais c'est vrai que, voilà, il faut être motivé. Il y a deux possibilités, c'est ça? C'est quoi? Pass et là, je ne sais plus trop là. Oui, donc en fait, il y a Pluripass, où là, c'est vraiment les cours de médecine, il y a de tout. Et si on réussit, on réussit pas, il y a, au lieu de redoubler la Pluripass, on peut passer en LAS. Après, tout est expliqué sur le site de la faculté d'Angers. Voilà. En fait, le truc, c'est que vous êtes en première année des métiers de la médecine. Je te la fais simple. Vous avez envie d'accéder à une spécialité particulière dans votre cursus. Les notes sont suffisantes pour passer en deuxième année, mais pas forcément. Donc pharma, maïeutique, dentiste, kiné. Exactement. Ça, vous pouvez après dire c'est bon, j'y vais. Mais parfois, ça suffit pas pour aller en médecine. Et donc là, il y a deux possibilités. Soit vous redoublez complètement, soit vous faites la last. Oui. Parce que vous avez quand même eu des notes suffisantes. C'est un peu, il y a deux chances au tirage, une au grattage, une au tirage on redouble si l'année de Pluripass elle est en dessous de 10 sur 20. Si elle est au-dessus de 10 sur 20, mais qu'en termes de classement c'est trop juste pour la spécialité qu'on souhaite, on va en LAS. On peut aller en LAS, licence biologie, ça peut être économie, voilà. Mais évidemment, cette première année de médecine est une année où ça permet à tout le monde de se dire qu'il y en a pour 10 ans quand même. Donc, Sur Le Mans, il n'y a pas de fac? Non, il n'y a pas de fac de médecine. Il y a une fac au Mans, mais... Sur la médecine? Non, il n'y a pas de... il y a une fac, la première année peut se faire... c'est toujours le cas d'ailleurs? Oui, elle peut se faire, mais vous pouvez suivre les cours en visio. Vous n'êtes pas dans l'amphi, quoi. Enfin, vous êtes dans un amphi, mais en visio. Voilà. C'est pas la même chose. Mais Angers, c'est cool, aussi. C'est une belle ville, Mais on fait pas trop la fête en médecine, ce qui est dommage. Certains le font, mais... Passe-t-il en deuxième année, c'est une autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit pour Valérie, soit pour Stéphanie, soit pour Emma, sur ces métiers de la santé? Le niveau... de ce qui est demandé, Valérie ou Stéphanie, en termes d'examen, d'études? Toute personne peut faire aide-soignante. Le principal, c'est qu'elle ait la vocation, aimer accompagner, avoir de l'empathie, être à l'écoute de la personne. C'est le plus important. On ne fait pas ce métier-là juste parce qu'il faut le faire. Oui. C'est ça que je veux dire. Moi, c'est pour ça que je suis restée 28 ans. Sinon, oui. Voilà. Mais vous vous êtes pas senti, Stéphanie, vous dépasser par le niveau d'études demandé pendant l'examen? Non. Non. Non, j'avais un bac +2, moi. Oui. Et le aide-soignante, on n'est pas obligé d'avoir le bac. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir le bac? Non. Non, parce que moi, je suis passée par un BEP. Après, oui, c'est ce que vous avez après dit. le BEP, elles peuvent directement aller faire la formation d'aide-soignante. Et moi, j'ai repris mes études. Emma n'avait que 4 ans, donc la preuve que j'avais envie de faire ce métier-là. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est un métier en tension, vous le savez, vous, ou pas, aide-soignante? Est-ce qu'on en a besoin? Il manque du personnel.
on prend en charge une personne. Donc, voilà, il manque du personnel. Il manque du personnel. Il manque des médecins, il manque des aides-soignants. En gros, il manque des gens dans les métiers de la santé, forcément. Donc là, vous en êtes où, vous, Emma? Là, on est en fin janvier. Les examens, c'est en juin? Non, j'ai un examen fin février, un autre début mai, et ensuite ce sera la fin de l'année. Et après, je suis en révision jusqu'à octobre, qui est les EDN ou concours de l'internat. Et voilà, déjà, on va pas. Et vous prenez quand même un peu de vacances cet été ou... On verra. Très bien. Bon, ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les trois d'être venues. Y a-t-il encore des questions? Pas vous faire peur sur la médecine, hein, parce que, encore une fois, c'est une vocation. Quand on a envie, souvent, la motivation, elle permet de surclasser, de surpasser, on va dire, plutôt la charge de travail qui peut paraître extrêmement important. Et puis, on a besoin de médecins, d'aides-soignants, donc il ne faut surtout pas... Bon, il y a encore beaucoup d'étudiants, hein, qui essayent médecine aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est les places avec le numerus clausus qui parfois peut être différent. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Bon, eh ben, merci à toutes les trois. Vous pourrez évidemment retrouver cette conférence sur la chaîne YouTube de Formasart ainsi que la chaîne YouTube d'LMTV. Et il y aura toutes les conférences d'ailleurs de Formasart sur ces deux chaînes. Merci beaucoup.